Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons à côté de vous Bakary Domingo Mané, journaliste à Sud Quotidien et président du CORED. Merci, bonsoir. Bonsoir Bakary. Et enfin, Pape Samba Kane, journaliste chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Pape Samba Kane. On a l'habitude de vous appeler PSK. Voilà, merci Pape Samba Kane. Donc les sujets à discuter, on va parler donc de la fièvre Ebola et ensuite chef de l'État et ensuite la presse sénégalaise, le tribunal des pairs qui a été installé et enfin pouvoir et défenseur des droits de l'homme, les relations tendues qu'il y a donc entre ces deux entités. Tout de suite, donc, je m'en vais vous proposer le premier sujet. Il s'agit donc de la réaction du ministre de la Santé juste après donc le premier cas de la fièvre Ebola donc, qui a été donc annoncé officiellement ce vendredi. Et le mercredi 27 août, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont reçu des équipes de surveillance épidémiologique opérant en République de Guinée une information faisant état de la disparition depuis 3 semaines d'un cas contact des personnes infectées par le virus Ebola qui se seraient rendues au Sénégal. Sur la base de cette information, des investigations ont été immédiatement menées conformément aux procédures déjà établies. C'est ainsi que le cas contact a été localisé au niveau de la clinique des maladies infectieuses du Centre hospitalier national de Fann. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité dans un tableau infectieux sans hémorragie, mais dissimulant l'information selon laquelle il a eu des contacts en Guinée avec des victimes de la maladie. La personne a été aussitôt mise en quarantaine et bénéficie d'une prise en charge appropriée. Il a été procédé à des prélèvements afin d'analyse pour la détection du virus Ebola. Les résultats des tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état de santé du patient est satisfaisant. Il est à noter que le dispositif de surveillance et de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola a été renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la dissémination de la maladie à partir de ce à la réglementation sanitaire internationale, donc le règlement sanitaire international. L'Organisation mondiale de la santé a été informée et elle s'engage à nous soutenir technique et financier pour continuer la riposte à cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble des populations à la sérénité et surtout au respect strict des mesures d'hygiène qui sont recommandées depuis le début de notre riposte à l'épidémie Ebola. Voilà, donc vous avez entendu, c'était la conférence de presse de la ministre de la Santé, le premier cas qui a été enregistré officiellement donc vendredi. C'est arrivé, on ne le souhaitait pas. Malheureusement, ça pose aussi donc, le problème donc, des frontières. Les frontières ont été fermées et malheureusement, il y a un cas qui a été importé. Vraiment ? C'est vrai que c'est difficile parce que quand même, dans un contexte comme ça, avoir un cas, on peut dire que par rapport à nos frontières, le voisinage et tout ça, bon, la circulation des personnes, bon, c'était pas très simple de fermer la frontière de manière hermétique. Les autorités ont fait des efforts, pouvaient faire des efforts, elles ont fait ces efforts-là, mais il se trouve que bon, pour la traversée des frontières, c'est pas difficile. La question maintenant qu'on se pose, c'est depuis quand il est au Sénégal et qui il a rencontré. Et Bakary, c'est un étudiant guinéen qui étudie en Guinée et donc qui était là donc, pour une période de 3 semaines. C'est sûr que donc
il y a un foyer de contamination, peut-être on ne le souhaite pas, mais c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe. Oui, c'est grave. Et je pense que la presse, lorsque le ministère de l'Intérieur avait pris la décision de fermer les frontières, évidemment, la presse avait fait cas de certains passages non contrôlés. Voilà, donc, et ces cas-là se retrouvaient au marché Diaobé, et ensuite ils étaient au Sénégal, voilà. Maintenant, le problème, je pense que le plus important, c'est de voir avec qui il était en contact, voilà. Mais les journalistes, nos confrères, ont été curieux de savoir où est-ce qu'il habite. Je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de donner cette information, parce que sinon, on va créer la panique, n'est-ce pas, et même, je pense que l'hôpital, même intérêt n'a pas été, le nom de l'hôpital n'a pas été. Si, c'est à Fan. Donc, je pense que là, nous devons vraiment savoir raison garder, en sachant que vraiment c'est un sujet très sensible et qu'on doit le traiter avec responsabilité. Pape Samba Kane, donc... Il y a vraiment peu à dire sur cette histoire, sauf qu'effectivement, il fallait bien faire des choses pour rassurer les gens, et les autorités ont annoncé les points de passage officiels. Les autorités même parlent de façon claire, ils ne peuvent pas fermer la frontière avec la Guinée ni avec aucun de nos pays, des pays frontaliers au Sénégal d'ailleurs. Et d'ailleurs, le fait de fermer ces points de passage officiels a fait certainement que les gens ont utilisé d'autres points de passage pour passer, et donc ça a fait passer la maladie. C'est dire que les gens sont un peu dans le désarroi, aussi bien les autorités que nous, le public et tout le monde. Et il faut effectivement essayer de garder la tête froide et de se dire que bon, c'est des choses auxquelles la société humaine est confrontée, et faire attention à suivre les recommandations des techniciens, des médecins, de ce que dit Madame le ministre par exemple, respecter les mesures d'hygiène et signaler les cas suspects sans vraiment tomber dans la panique ou la stigmatisation, surtout la stigmatisation. Et la presse, je pense, a un grand rôle à jouer là-dessus. Voilà, la presse a un rôle énorme à jouer là-dedans. Absolument. C'est une information extrêmement spécialisée. Pas simplement parce que c'est un cas sanitaire, mais aussi parce que c'est un cas épidémiologique. En plus, dans l'épidémiologie, tu trouves tout, la sécurité, la sociologie, la psychologie et tout. Donc nous devons rester modestes et donner les informations à minima de ce que nous avons. Et si nous avons des informations qui semblent complexes, parler aux spécialistes. Le ministre, je crois, ne refuserait jamais de donner des précisions à un journaliste qui l'interroge. Et juste une précision, c'est une maladie qu'on entendait donc en Afrique centrale. Et apparemment, il y a un peu de similitude, mais pour ce cas-là, je pense là, on entrerait dans des considérations techniques, scientifiques, vraiment qui sont très loin de ce que moi je peux dire en tout cas sur cette question-là. Et d'accord, donc pour dire que le premier cas du virus Ebola donc, a été officiellement enregistré, vous venez de le voir, et déclaré officiellement par le ministre de la Santé, le professeur Awa-Marie Kolsek. On va passer à l'autre sujet d'actualité. Donc il s'agit des assises de l'éducation nationale. Donc le président de la République donc, a présidé donc, ces assises. C'était au Méridien Président avec tous les acteurs concernés donc, de l'éducation. Nous regardons ce sujet de Pape Bigadiaï avant de revenir sur ce plateau. Les premiers axes de la refondation du système éducatif sénégalais. Un tournant historique à la croisée des chemins d'une époque agonisante qui cède la place à une ère de renouveau, d'espoir et d'excellence. Ici se dessinent les bases d'une nouvelle conscience citoyenne, les prémices d'une élite de qualité dans un futur proche pour des générations ancrées dans les valeurs authentiques d'une nouvelle société sénégalaise basée sur l'éthique, la tradition d'une culture à restaurer. Bref, un nouveau type de citoyen va naître avec le nouveau système éducatif présenté au chef de l'État et qui découle de très larges concertations faites sur toute l'étendue du territoire national avec toutes les forces vives de la nation sans distinction. Un triptyque s'annonce clairement: instruire, éduquer et socialiser. L'instabilité est structurelle, inquiétante et traduit un mal-être profond que des enseignants, par exemple, ou des élèves décident d'une grève de 3 mois, 4 mois, qu'on décide d'avoir une année blanche ou de boycotter des examens, mettant le pays dans une grande angoisse. Ça veut dire qu'il y a là un problème. Un problème, malheureusement, qu'on ne rencontre qu'au Sénégal. Les craintes sont sérieuses et sont exprimées les populations de voir plusieurs types de Sénégalais se former. Nous avons d'un côté des Sénégalais occidentalisés,
D'un autre côté, des Sénégalais orientalisés et d'autres encore. On est à la croisée des chemins. L'école est malade, la société aussi est malade. Elle souffre d'indiscipline, de désordre, d'effritement de valeurs, de non-respect de l'autorité, de non-respect de l'intérêt général, j'en passe. Et pourtant, l'on dit que qui tient l'école tient la société. Pour ces assises, l'ambition est donc de transformer le système éducatif et de formation afin qu'il devienne un levier puissant pour la production du capital humain dont le Sénégal a besoin. Pour ce faire, il faut impérativement instaurer une véritable école de la République, portée par une vision inclusive et prospective, une école de la réussite. Il s'agira d'édifier une école de la communauté et de promouvoir une éducation à l'autonomie, c'est-à-dire une école où on apprend à apprendre, à entreprendre. Lorsque les forces présentes ne parviennent pas à créer une véritable dynamique, seul un leadership fort peut permettre à ces forces de se déployer véritablement. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est à vous que l'histoire assigne ce rôle. L'éducation a toujours été au cœur des projets politiques du président de la République. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a mis sur pied un mécanisme de concertation de tous les acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine qui prend forme et est en passe d'entrer dans l'histoire de l'école sénégalaise. Il est question de bâtir avec rigueur et constance une école de la République en phase avec nos préoccupations, une école ouverte à nos cultures, nos langues, notre histoire. Il est question de construire une école avec, vous l'avez dit, différentes entrées, mais avec une sortie unique pour tous les enfants du Sénégal, dans leur diversité linguistique et culturelle. Même contenu, même qualité, même chance. Telle est la lame de fond de notre système éducatif fondé sur les valeurs de justice, d'équité et de démocratie. Tout le monde s'est mis d'accord sur l'urgence de réformer le système éducatif sénégalais, y compris les syndicats d'enseignants qui ont décidé d'amener le processus de réforme à travers. Merci Pam Birambi Ndiaye. Pape Samba Kone, donc on l'a vu, c'est vrai qu'on a laissé le constat, c'est qu'on a laissé une situation donc pourrir donc pendant très longtemps. Et le professeur Mafara Touré l'a dit, il faut un leadership et notamment ça incombe au chef de l'État de reprendre le dossier en main. Mais est-ce que ce sera facile vu la pléthore de syndicats et les élèves aussi donc qui imposent les règles du jeu? Le système de direction politique de ce pays fait que nous faisons tout converger vers le chef de l'État. Il ne devrait avoir qu'un rôle de chef d'orchestre, d'animateur. C'est-à-dire vraiment d'animateur du tout. Le système tel qu'il est conçu devrait fonctionner de la façon, et ce n'est pas un hasard que je l'ai dit, je me référerai tout à l'heure pour vous expliquer, à un ex-président de la République, et pas des moindres, qui disait à un de ses collaborateurs, journaliste comme nous, Bara Diouf, directeur du Soleil, il était face à un orchestre de tam-tam, de sabar. Il dit, est-ce que tu sais quel est le rapport? Cela m'a été rapporté par Salam Khan, qui certainement va nous écouter. Qu'est-ce que le rapport qu'il y a entre un orchestre de sabar et le gouvernement? Il dit, Monsieur le Président, je ne vois pas. Il lui dit, tous ces gros, plus volumineux, sabar, tambour, etc., travaillent sur un même rythme, jouent sur un même rythme. Et le plus petit d'entre tous, le tama, joue sur un autre tempo, sur un autre rythme. Tout le monde bat à la mesure pour qu'on l'entende. Nous devrions tous les gens qui collaborent avec le président de la République, tous, parce que lui, il est le président de la République. Il n'est pas un pédagogue. Il y a des pédagogues qui ont une responsabilité dans le système éducatif.
Il n'est pas un inspecteur de l'enseignement. Il n'est pas un parent d'élève. Il n'est pas un élève. Je vous dis, il est le président de la République d'abord. Nous tous, nous devrions battre la mesure pour que justement lui, ce qu'il dise puisse être entendu par tout le monde. D'où justement ce que pointait tout à l'heure cher Bamba. Tous ces gens qui émettent sur des fréquences tout à fait opposées, différentes, et chacun pour tirer la couverture à soi, tant que nous serons dans ça, je veux dire, on va parler de problèmes complexes, la presse, etc., on va parler de... Mais je crois que le problème le plus grave auquel nous faisons face, c'est le problème de l'éducation. Et que les assises se tiennent au lendemain de cette histoire complètement folle qu'on a vu 690 fraudeurs admis à devenir des instituteurs. Le ministre découvre cela, les exclut de l'école, et moi je vois des syndicats se mobiliser pour qu'on les reprenne. Il crée un collectif et interpelle le chef de l'État. Et tout le monde écoute, tout le monde fait comme si c'était normal. Et il y en a même qui ont dit que c'est un problème politique, voilà. Pour régler des... Alors que c'est même pas ça. C'est eux qui veulent le transformer en problème politique. En fait, pour rester dans sa métaphore avec l'orchestre, le tam-tam, etc., le problème qui se pose, c'est que justement, on ne sait même pas qui doit être batteur, qui n'est pas batteur. Et la vérité, c'est quoi? C'est que tout le monde se réveille un matin, bon, il y en a un qui bat le tam-tam à un moment donné, et puis après, il y en a un autre qui vient avec son riti, il y en a un qui vient avec son khalam. À l'arrivée, évidemment, il n'y a pas d'harmonie, on n'a plus de musique du tout. Comment peut-on trouver de l'harmonie quand on vous prend la main dans le sac en train de payer pour être admis et devenir un formateur, et vous avez le cran, Bahoum, s'il te plaît, je termine, de créer un collectif. C'est le collectif de quoi? Le collectif des tricheurs. Pour être réintégré. Et de faire des conférences de presse, et nous, on va couvrir, c'est sérieux, il faut que le président... Non, il faut J'étais dans ta métaphore concernant la gestion globale du pays. Voilà, moi, j'étais dans ça. Je te renforce, j'ai dit, voilà, il ne peut pas y avoir plus grave cacophonie que quelqu'un pris à frauder, qui dit, des gens pris à frauder, qui disent on va créer un collectif. Un collectif, c'est visible. Des fraudeurs. Vous fraudez, on vous prend, vous ne vous cachez pas. Ce pays a changé. Et il faudrait justement qu'on fasse attention à ne pas le laisser continuer à changer de cette manière-là. L'éducation nationale, parlons-en. Monsieur Touré, que vous citiez, l'a dit. Il a dit que cette éducation concerne des gens occidentalisés, ce qui est vrai, j'en suis, ma soeur de l'école occidentale, et des gens orientalisés. Il y a des gens qui sont sortis de l'école arabe, etc. C'est pas sa faute, c'est pas la mienne. Il manque quelque chose. Où sont les gens qui sont formés à partir de nos propres valeurs, de notre propre culture? Là, j'en viens aux langues nationales, qui ont été un moment un grand sujet de controverse, certes, mais quand même scientifique aussi, qu'on avait posé sur la table, et puis après que tout le monde a abandonné. Et je me rends compte, je ne vais pas aller à la Chine, au Japon, rien qu'en Afrique, le Rwanda, qui est en train d'être cité comme un pays modèle, du point de vue de la bonne gouvernance, de la démocratie, enfin, excusez-moi, non, pas encore, de la bonne gouvernance et de l'économie, et de la discipline, et de la propreté et tout, mais ils y parlent dans leur langue, et ensuite une autre langue. Il faut aussi qu'on essaie de ramener notre culture au centre de cette évolution de notre pays. Parce que si on est ballotté entre les valeurs orientales qui nous demandent d'avoir une barbe, nous avons d'une certaine manière, et les valeurs occidentales seulement, sans qu'il y ait même de la résistance pour nos propres valeurs que ces Occidentaux et ces Orientaux ont trouvé là quand ils sont arrivés, il y aura toujours des problèmes d'adaptation. Bakary, comment parvenir à inverser la tendance? Il y a une multitude de syndicats qui est là, voilà. Moi, je pense que c'est vrai, hein, le pléthore de syndicats aujourd'hui plombe, n'est-ce pas, notre école. Et chacun comme l'a dit Mahari, la société, l'école à l'image de notre société est malade. Malade parce que simplement les élèves dictent leur loi, les étudiants aussi dictent leur loi, les syndicats, et évidemment chacun essaie de tirer la couverture n'est-ce pas, sur soi. Donc finalement il y a quelque chose d'irrationnel dans tout cela. Moi quand je vois le pléthore de syndicats, je me dis mais tiens, ils se battent pourquoi au fond?
Chacun se bat pour sa propre chapelle, quoi. Alors que vraiment, on ne voit pas à l'horizon, si vous voulez, l'intérêt général. Donc il va falloir vraiment une thérapie, hein, il faut oser le dire, parce que ce système aujourd'hui, quand tu prends l'exemple de l'école primaire, pratiquement il n'y a plus de regroupement. Les gens passent comme ça, voilà, jusqu'au CM2. Mais c'est absurde, quoi. Nous voulons quelle école? C'est absurde que de laisser les étudiants, des élèves comme ça, qui n'ont pas la moyenne de passer d'une classe à une autre. Et moi je dis, il faut qu'on corse, il faut qu'on voit quel type d'école que nous voulons véritablement. Je me souviens à l'époque, moi, nous sommes la dernière génération à passer la première partie du bac, en 87. C'était à l'époque de la première partie, deuxième partie. Du bac. Beaucoup de gens ont laissé les études à cause, disons, de cette première partie du bac. C'était vraiment sélectif. Et les gens qui passaient... Et le doyen, c'est de quoi vous parlez, justement. Vraiment. Première partie, deuxième partie. Vraiment, parce qu'on parle du niveau très bas des élèves, des étudiants. Je pense que, bon, le travail doit commencer... Voilà, le travail doit commencer au niveau de l'école primaire et ensuite monter jusqu'à l'université. Ok, donc c'était simplement pour dire que donc, je reste encore avec Pape Samba sur sa métaphore. Pour dire donc justement la question des syndicats tels que Bakary est en train de la poser, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout le monde veut avoir son syndicat, tout comme tout le monde veut avoir son parti politique, tout le monde veut avoir... En fait, tout le monde veut être chef de tout. Ou alors, si on n'est pas chef, on se met en situation de pouvoir devenir chef demain. Pour faire partie du partage. Donc, quand nous sommes dans une situation comme ça, celui qui est supposé être le chef d'orchestre lui-même, il se retrouve à dire, bon, tel tambour ou tel tam-tam, évidemment, est plus proche de moi en termes de son, et donc je lui donne l'avantage. Quand je le dis, ce n'est pas seulement pour le président actuel, c'est pour l'ensemble des présidents jusqu'à maintenant. Cela s'est passé comme ça. Ça n'a pas l'air de se savoir, mais par exemple, nous on en rigolait à l'époque, quand on était au lycée, on disait, bah, écoute, très bien, pour service rendu au parti, tu peux devenir ce que tu veux. On le disait à l'époque, bon, ça c'est peut-être des propos de jeunes qui n'étaient pas dans ce parti justement et qui pensaient que c'était ça. Donc cela a contribué à faire quoi? À créer des divisions dans la société, où effectivement les gens, sur la base de leur appartenance politique, sur la base de leur appartenance, je ne sais pas trop quoi, de quelque bord que ce soit, on s'est retrouvé évidemment avec une école qui progressivement allait vers une école d'élite pour les uns et une école d'exclusion pour les autres. L'école d'élite pour les uns, c'est encore plus fort aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les moyens. L'école d'exclusion, c'est ceux qui n'en ont pas. Arrive un moment où on dit, tout le monde doit avoir quelque chose comme combien? 6 années de scolarité environ, bon, parce que c'était une sorte de norme imposée comme ça. Au moins être allé à l'école pendant 6 ans. Mais être allé à l'école pendant 6 ans, comme je dis parfois en Wolof, yang jang wala yang jangi. Parce qu'entre aller à l'école et apprendre, il y a une différence. Donc de plus en plus, on se retrouve avec des gens qui font du jangi, j'y vais, plutôt que du jang. Alors, quand il n'y a pas de jang, pour parler de cet exemple... Le directeur a parlé d'apprendre pour apprendre, aller pour entreprendre. Ouais. Bon, voilà, donc justement, aller pour entreprendre. Vous savez, en 1981, j'étais à Tambacounda, où j'avais trouvé EMP, enseignement moyen pratique. C'était quoi le projet? Les gens voulaient faire en sorte que quand vous arrivez à l'entrée en 6e, et que vous ne passez pas, évidemment c'était une phase expérimentale, il y en avait à Koussanar, et puis quelque part ailleurs, je peux me tromper, mais je pense qu'il y en avait également à Louga, mais je peux me tromper sur le cas de Louga, mais en tout cas sur le cas de Koussanar j'ai vu, j'étais encore jeune journaliste, mais j'ai quand même visité ça et j'ai fait un reportage à l'époque sur cela. Donc, l'enseignement moyen pratique, c'est destiné à préparer l'enfant qui n'a pas réussi à l'entrer en 6e, on le met dans une formation alternative, où il avait la possibilité d'apprendre la maçonnerie, la menuiserie, etc., la métallurgie. Et pendant que l'autre, qui avait réussi à l'entrer en 6e, continuait au lycée, s'il arrive par exemple en terminale, ça lui faisait évidemment les 7 ans de la 6e à la terminale pour l'autre, mais celui-là, de son CM2, là où il s'était arrêté, donc en première année de l'EMP, jusqu'à 7 ans, il devenait chef d'entreprise déjà, parce qu'il avait appris un métier. Donc il y avait une valorisation de ce point de vue du travail manuel. Mais on a éliminé ce système très vite,
c'est même pas sorti complètement de l'œuf que c'était déjà... La phase expérimentale a déjà été déployée. On va avancer. C'est justement que notre système éducatif, justement, et en tout cas, je ne sais pas toi, moi qui vous parle, j'en ai été victime avec les gens de ma génération, a toujours subi des phases d'expérimentation de quelque chose qu'on abandonne à la fin. Nous, on apprenait les mathématiques algébriques, Pythagore, etc. C'était ça. Et puis on vient un jour, on arrive en 6e, on nous dit les mathématiques modernes. C'était la méthode CLAD, etc. Tout cela, on a cru que c'était changé, c'était définitif. Tu restes dans ce truc-là pendant 2-3 ans. Je connais des amis aujourd'hui dans le gouvernement qui ont changé d'orientation, qui ont quitté une série pour aller dans une autre parce que, comme ils m'ont dit, ils ne voulaient pas tricher avec eux-mêmes. Ils sont allés faire autre chose qui n'était pas les sciences dans lesquelles ils s'étaient engagés. Justement, ceux qui travaillent aujourd'hui dans ces assises-là devraient aussi réfléchir à ne pas encore nous sortir un truc expérimental qui restera expérimental. C'est pourquoi, d'un certain point de vue, je sais qu'il est très controversé, qu'elle est très controversée, cette réforme de l'université. Mais je pense que c'est juste parce que ça a été un peu mal présenté. Les gens s'étaient réunis, la commission dirigée par Souleymane Bachir. 3 jours, 4e jour, waouh, on va augmenter le coût de l'inscription à 150 000 francs, comme si c'était que de ça que les gens avaient discuté. Du coup, c'était parti. Personne ne pouvait plus communiquer de façon sereine sur cette réforme. Et Pape Samba, on va avancer, chers confrères. C'est le sujet passionnant. On va aller à l'autre sujet. Ce sujet sans prendre au moins 1 minute. Pour parler du respect que les gens doivent donner à la langue. On ne peut pas dire que c'est la langue française est notre langue officielle, notre langue de travail, qu'elle soit éliminatoire à l'examen du BFM, ça s'appelle encore comme ça, j'espère, parce que tout cela, ça change tout le temps, qu'elle soit éliminatoire dans certains examens et qu'on voit des responsables, les syndicats, vous en avez parlé, prendre le micro et massacrer cette langue. Il faut quand même qu'on revienne à... Encore la langue, juste la langue. Juste la langue. Également, peut-être que, vous savez, ailleurs, moi je dis... Très rapidement. Quand quelqu'un étudie dans sa langue, je veux dire par exemple quelqu'un qui va à l'école en français, c'est déjà dans la famille que le français existait. Enfin, je prends un exemple, j'aurais pu prendre l'anglais, etc. Donc c'est déjà dans la famille que la langue est parlée. L'enfant grandit avec ça dans son environnement. Quand il va aller à l'école, ce n'est pas de parler qu'il va chercher à acquérir des choses, mais c'est juste, on lui donne de nouvelles connaissances à partir de ce qu'il parle déjà comme langue. Ici, il y a cette intrusion effectivement de l'autre langue. Tu vas, pour apprendre la langue française, le temps de la comprendre et de la maîtriser, on t'a déjà mis autre chose là-dedans en termes de sciences, etc., de nouvelles acquisitions dans d'autres. En fait, c'est compliqué. Ce sera une autre émission. Non, on a réglé ça. Le symbole à l'école, ça n'existe même plus, je crois. Pour si tu parles pas, allez. D'accord, on va progresser, si vous permettez. Allez, vas-y. Les sujets sont liés. Voilà, les sujets sont liés. On va glisser donc dans l'installation du tribunal des pairs. Donc après le Corée, donc il y a le tribunal des pairs qui a été installé, tant réclamé, cette cour, donc pour contenir tout ce qui dérive dans la presse. Donc on va suivre cet élément de Oumar Nying. Moment de grande importance dans la vie de la presse sénégalaise. Devant la plus haute autorité du pays, les juges du tribunal des pairs s'engagent et prennent date. Nous, membres des pairs, prenons comme engagement de veiller au respect par les journalistes et les professionnels de la communication sociale, au respect de la vie privée, d'assurer le respect par les journalistes et les professionnels de la communication sociale de leurs devoirs éthiques et déontologiques. Cet engagement, nous, membres du tribunal des pairs, le prenons pour que le premier jugement des journalistes et des professionnels de la communication sociale soit celui de leurs pairs et que ce jugement, autant qu'il le sera possible, ne vaille pas condamnation définitive, mais œuvre pédagogique, défense et renforcement de notre profession. Il y a du bon, il y a du très bon que d'autres nous envient dans cette corporation. Mais comment ignorer l'existence de mauvaises pratiques? Car nous sommes un segment très visible de la collectivité. Et puisque la liberté de parole et de critique
est tout ce qui donne sens à la démocratie, notre profession peut être, et effectivement, critiquée, raillée, quelquefois vilipendée. L'urgence d'assainir s'impose donc, car la mise en place d'un nouveau type de presse au Sénégal est presque une demande sociale. Sous ce rapport, les professionnels savent ce qui les attend. Attraire un journaliste devant la justice pour obtenir réparation est un droit inaliénable. Mais s'adresser au CORED est une garantie que l'auteur de l'agression par voie de presse ne pourra même pas invoquer une atteinte à la liberté d'informer. Témoin privilégié de la cérémonie, le chef de l'État a d'abord rappelé l'importance de la presse, un des piliers de notre démocratie, non sans regretter parfois quelques écarts dans le traitement de l'information. Oui, chaque profession doit avoir son propre mécanisme d'autorégulation. Et c'est bien heureux que votre profession s'accorde autour de ce tribunal des pairs dont la crédibilité des membres ne fait l'objet d'aucun doute. Et votre confrère Mamles Camara vient de le rappeler. Bien entendu, il y a beaucoup de parasites aussi dans votre profession, gens qui n'ont rien à voir avec le métier et qui occupent l'espace. Comment se taire devant ce dictat de ce qu'il est communément appelé revue de presse? Je ne sais pas comment on l'appelle dans les radios d'ailleurs, ce n'est plus une revue de presse, c'est une dictature imposée à la nation tous les matins. Et non seulement selon les choix volontairement décidés par celui ou par l'organe qui en est l'auteur, on organise tout au long de la journée le warsakhalat, bidouillé bien entendu. Et derrière, il y a toute une pollution, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui empêche au pays de travailler. Le droit à l'information est un droit que je défendrai. Et je peux vous garantir qu'avec moi, la profession pourra gagner de très grandes avancées en matière de liberté de presse, pourvu que ce soit de vrais journalistes et de vrais organes de presse. 10 professionnels aguerris pour juger les journalistes. Les sentences attendues iront dans le sens positif comme dans le sens négatif. Le tribunal des pairs, ainsi installé, va donc ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la presse sénégalaise. Pour la réussite de cette mission ô combien importante, le CORED peut compter sur le soutien d'un chef d'État soucieux d'un avenir meilleur pour la presse de son pays. Voilà, Bakary Domingo Mané, vous en avez tellement quand vous parlez que vous n'avez même pas mis la cravate ce jour-là. Et moi, ce que je vous pose, c'est que est-ce que la cour sera aussi efficace qu'on l'attend? Et est-ce que certains journalistes, certains médias accepteront de se soumettre aux décisions du tribunal? Oui, en fait, la question que vous posez, le sous-entendu, c'est la comparaison que vous faites entre ce tribunal-là et le tribunal du droit commun. Ouais. Alors, si la comparaison n'est pas une bonne chose dans ce cas d'espèce, parce que ce tribunal n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes mécanismes, n'est-ce pas, que le tribunal, n'est-ce pas, du droit commun. En fait, si vous avez bien entendu le discours de Eugénie Aou, je pense que la pédagogie, le tribunal va beaucoup insister sur la pédagogie. Sur la pédagogie, okay. Parce que dans tous les cas, dans la palette, n'est-ce pas, des sanctions, ça part de l'avertissement. Après l'avertissement, vous avez le blâme. Blâme, ensuite, vous avez la proposition du retrait partiel ou définitif, n'est-ce pas, de la carte. De la carte, oui. Évidemment. Bon, blâmer, avertir, vous allez me dire, est-ce que c'est efficace ou non? Mais dans tous les cas, c'est le symbole, n'est-ce pas, qui est le plus important. Parce que dans notre profession, nous avons l'habitude de dire que sanctionner par ses pairs, c'est beaucoup plus difficile à supporter pour un journaliste digne de ce nom. D'être sanctionné par ses pairs. Digne de ce nom. Plutôt que... J'aime bien l'insistance. C'est vrai, digne de ce nom. Digne de ce nom. Voilà. Et je vais dire parce qu'il y a des soi-disant journalistes qui ne sont pas vraiment comme l'a dit le président. Moi, le problème avec le tribunal, c'est justement ce que tu viens de dire qui me taraude depuis que... Le problème,
avant que le tribunal n'existe ou qu'on ne pense même pas qu'il existerait un jour. Parce que vous étiez à Sud et on travaille. Là-bas. Il sent cette préoccupation, cette angoisse. Il sent et c'est ce que la question mais en fait il n'y a pas de réponse pour cette question. Est-ce que ce sera efficace? Parce que rien que son existence devrait faire que elle soit efficace. Il soit efficace. Rien que son existence, parce que même quand il n'existerait pas, un journaliste devrait être angoissé. Alors on rassemble des gens qui ont le profil des gens que vous rassemblez. On dit ces gens-là désormais pourront être saisis. J'ai des soucis, oui, je le sais. Et c'est pourquoi je le regarde quand je parle. J'ai des soucis par rapport juste au mode de saisine. Parce qu'effectivement, vous intervenez à un moment où les journalistes sont devenus les adversaires, voire les ennemis, même de très grandes franges de la population. Alors qu'il fut un temps qui n'est pas si lointain que ça, les gens faisaient confiance aux journalistes pour en faire leur délégataire. J'ai entendu quelqu'un parler de mur des lamentations. C'est une métaphore que à l'époque, la presse représentait cela. Maintenant, il y a le chantage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, je n'aime pas du tout en parler, mais c'est comme ça. Il y a 4 ans, j'ai commis un petit essai. Il s'appelle Les écrits d'Augias, les pages sombres de la presse. C'est les problèmes qui ont amené à la mise en place du CORED et de ce tribunal sur lesquels j'essayais d'alerter. Mais les réactions que j'ai vues, d'autres éléments qui sont venus avant m'ont permis de vous dire tout à l'heure ce que je vous disais là, que les gens, pardonnez-moi, mais ils s'en tapent complètement. Que toi, tu puisses penser que, machin, ils ont des objectifs derrière tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Je crois qu'il faut essayer la pédagogie, comme vous le préconisez. C'est pourquoi d'ailleurs je dis, pourquoi tout de suite un organe de sanction? Je n'ai pas dit répression parce que c'est nous entre nous là. Je ménage le président. Pourquoi tout de suite un organe de sanction? Et il faudrait peut-être aussi quelque chose avant. Il n'y a que des gens compétents autour du CORED, expérimentés, etc. Et je crois qu'il ne faudrait plus laisser des francs-tireurs prendre le risque de faire face à la presse en écrivant des essais, etc. Il faudrait que maintenant, de cette autorité, la production intellectuelle, pour dire voici comment il faut faire, voici comment il ne faut pas faire. Et Pape Samba, Ibrahima, une question pour vous. On a vu le chef de l'État, donc l'installation de ce tribunal a été du pain béni pour le chef de l'État. Il a déploré la revue de presse qui est un dictat tous les matins. C'est vous qui parlez de pain béni, je souligne ça. Pain béni, je souligne. Donc, pour vous dire quoi? En fait, ce que Pape Samba disait, effectivement, il y avait un temps où quand moi je fais un texte, je me dis, je ne posais même pas de problème en termes de est-ce que Pape Samba voit ça ou ne voit pas ça, mais simplement de qu'est-ce que moi, quand je fais une faute d'orthographe dans mon texte, j'ai l'impression que c'est moi qui suis diminué. Le lendemain, quand je lis ça, je souffre de cela. Et effectivement, je multiplie mon regard du lendemain par autant de confrères, de gens capables de me lire et de dire, mais regarde ce que Bahoum a écrit. Mais au-delà de ces gens-là, il y avait le citoyen sénégalais, l'autre personne sachant lire et qui va dire, ah non, 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 ça c'est pas normal. Ça, déjà, on avait ce problème-là. L'autre chose, effectivement, quand tu fais ta chronique, quand tu fais ton analyse, quand tu fais un papier, tu veux t'assurer que le lendemain, il n'y aura personne pour envoyer un démenti pour te dire que ce que vous avez écrit n'est pas ça. Donc, rien que ça, un démenti, ça vous sentiez ça, vous preniez ça comme de la faiblesse. Et Ibrahima, alors aujourd'hui, pour même mépriser ton argumentation, à la limite, pour dire qu'il est faible, même tout ça, tu faisais attention à ça. Ton opinion, est-ce qu'elle est une opinion qui marque, brillante? Est-ce que c'est bien argumenté? Humainement acceptable? Voilà. Donc, les gens se réfugient, par exemple, se sont réfugiés derrière la liberté d'expression. Je parlais à quelqu'un pour insulter d'autres gens. C'est un fourre-tout. Donc, pour arriver à ça. Quelle solution? Non, attendez, il y a le pain béni là. Ah non, j'ai pas oublié le pain béni. Attendez, le pain béni du président. C'est vrai qu'il a... Attendez. Non, attendez, c'est vrai qu'il a utilisé la tribune qu'on lui a
prêté. Mais je dis bien qu'on lui a prêté. Le président de la République n'était pas ici pour installer les pairs. Il était le témoin en tant que le premier des Sénégalais, le président de la République, donc la première institution. Il vient simplement être le témoin de ce mariage entre la presse et la société sénégalaise, le citoyen. C'est ce que nous voulions faire, ce mariage. Mais le mariage, ça suppose effectivement de la confiance. Des gens qui se parlent sérieusement, des gens qui s'apprécient, qui se font confiance quand c'est nécessaire, mais également qui se critiquent quand c'est tout. Donc nous avons dit, le citoyen a jusqu'à maintenant, ou pendant longtemps, été désarmé face à des gens qui ont les moyens, qui ont le support, qui ont la possibilité de parler, qui ont une certaine ascendance du point de vue de l'image sur les autres. Et ça fait que quand Pape Samba écrit un papier, ou Bakhoum écrit un papier évidemment qui fasse mal, la personne n'a même pas la possibilité de réagir. Elle souffre. Alors, quelqu'un m'a appelé ce matin, rien qu'aujourd'hui, pour parler d'autre chose, mais rien qu'aujourd'hui, pour me dire comment, dans une affaire, je ne peux pas vendredi là, pour me dire sa famille est disloquée. Et cet autre exemple que je donne, il y a, d'entendre ça quelques années, quelqu'un est allé au soleil. Déjà, c'était à l'époque où la presse était beaucoup plus regardante sur le travail, etc. Quelqu'un est allé au soleil, demander à voir monsieur un tel. Ah non, celui-là n'est plus. Il sort de sa poche une coupure de presse pour dire, je vais montrer ça. Son article. Qu'il avait écrit à l'époque. Okay. Attention à ça. Devant ceux qui se soucient des belles phrases ou de bonne construction, déjà, pour ceux qui se soucient déjà de bonne syntaxe, je dis, tu en es là absolument faire les bons mots, chercher le bon texte et la bonne syntaxe. Mais ce qu'il y a derrière, parfois tu ne le mesures pas. Et quand tu es devant un micro, quand tu es devant une caméra, c'est pareil, tu oublies que derrière ce micro-là, derrière il y a des centaines de milliers d'autres personnes que tu regardes. Donc si vous faites mal gratuitement à quelqu'un, vous blessez toute une société. Et Bakary, avant d'avancer, il faut dans le processus et surtout les instances, n'est-ce pas, du Corée. La première instance, c'est l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, tu as le directoire. Après le directoire, tu as le bureau. Et enfin, l'autre jour, on a installé le tribunal des pairs, c'est le dernier acte. Donc, quand j'entends les gens dire Corée et tribunal, non, ce n'est pas deux entités différentes. Il y en a qui ont même dit que c'est un doublon. Ils n'ont pas compris que c'est juste... Le Corée, c'est le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Donc, dont l'instance, dans l'une des instances est le tribunal des pairs. Donc ça aussi vraiment désigné par le directoire. C'est le directoire qui désigne, n'est-ce pas, les membres, n'est-ce pas, du tribunal des pairs. Alors, on revient à la revue de presse. C'est un organe. C'est ça. Donc, très rapidement, Bakary, avant la revue de presse, vous parlez de revue de presse tout de suite. Oui, quelle solution pour la revue de presse? Mais d'abord, le président n'a pas, disons, ne tire pas à boulet rouge sur la revue de presse en général. Il était amer. Non, il ne tire pas à boulet rouge sur la revue de presse en général. Il parle d'une certaine revue de presse. Et de dictat. Cette revue de presse théâtralisée, voilà, où il y a toute une mise en scène derrière. À côté, tu as des revues de presse professionnelles. J'en veux pour preuve, je ne vais pas faire la publicité de la RTS, mais j'aime écouter la revue de presse Radio Sénégal. C'est vraiment du professionnalisme. Ça n'a rien à voir avec vraiment ces ok, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec chose. Et vous avez, ça dit que cette revue est tellement théâtralisée qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Vraiment, c'est un journaliste. Tu as vu la réaction, de Bakhoum à la base du Corée, membre du tribunal. Le problème, il faudrait que nous-mêmes, je parle de vous, moi je ne prends aucune responsabilité de police, mais vous nommiez les choses. La revue de la presse, nous ne l'avons pas inventée. Dans cette maison où nous sommes, étonnés, effectivement, c'est quand même qu'il il n'a pas inventé ici, il ne l'a pas amené avant lui. Qu'ils l'ont fait. Lamine Mokhtar Colley. À un certain niveau. Mais vous, qui avez pris la responsabilité, Bakary, et vous l'avez pris au moment où vous avez l'autorité, l'âge et tout pour le faire, et ça serait une œuvre qui, historiquement,
marquerait votre nom. Votre nom serait lié à quelque chose d'extrêmement important si vous prenez l'affaire à bras le corps. C'est extrêmement grave. C'est pas... J'étais là à un moment où, quand il y avait une controverse dans un quartier, Grand Place, si tu dis je l'ai lu dans le journal, voilà, je l'ai écouté à la radio, la controverse était finie. C'est fini. Okay. Maintenant, quand vous dites je l'ai écouté à la radio, on vous dit waouh, journaliste. Ça, cette histoire-là, il faut que ça prenne fin. Maintenant, où les gens qui avaient commencé, les gens plus futés que toi et moi là-bas, nos amis là, je ne dirais pas de nom, ils ont vu ça venir, ils sont sortis. Ils sont sortis, ils ne sont pas comme toi et moi aujourd'hui, tu as même peu de journalistes. Tu as même un peu honte de dire que je suis journaliste. Cette histoire-là, Bakary, qui est notre jeune frère, si avec la collaboration des autres, vous arrivez à au moins redorer ce blason-là, vous aurez fait... Nous allions trouver là, attendez, laissez-nous des journalistes s'érigeraient en juges. Parce qu'il fait ça. De la société civile. Les contraintes, on avait trouvé que ça allait être extrêmement long. On se dit très bien. Ou dans une école pour y entrer, ça... Non, le journalisme c'est une profession ouverte. Il y a des gens ailleurs. Un journaliste français qui nous dit d'autres choses. Dans une rédaction qui sont devenus d'excellents journalistes respectés. Donc, je n'ai pas de problème du complexe du diplôme passable. Mais au moins, ce que je veux dire, c'est que pour entrer dans le métier, il faut l'aimer. Deuxièmement, quand on est dans le temps, il faut accepter de se remettre régulièrement en question, d'apprendre, de toujours se documenter, de fréquenter les gens. L'humilité. Si on n'est pas... On n'a pas sa place ici. Donc, le tribunal dont il est question ici, c'est quoi? C'est simplement amener le... avoir confiance, non, c'est vrai, là, vraiment, là, on va continuer avec la presse. Hein. Il faut que le citoyen ait confiance en sa presse, en ses journalistes, en disant ce qu'ils m'ont dit, je crois, parce qu'effectivement, ils l'ont dit dans un support qui se respecte et que celui qui l'a dit est respectable. Mais si n'importe qui entre par n'importe quelle porte, comme dit Bambles Kamara, des gens qui sont entrés dans la profession par extraction, ils se sont retrouvés dans une salle de rédaction, ils n'en sont jamais ressortis, ce sont ces gens-là qui font extrêmement mal. Ils ne croient pas en ce métier-là, ils pensent que c'est un moyen de s'enrichir. Et là, je suis le dictat de Bar. Tant pis. On va terminer par ce thème-là. La relation entre le pouvoir et les organisations de défense. Ces relations tendues entre le pouvoir et les organisations de défense des droits de l'homme et international. Pour particulariser Amnesty, convoqué n'est pas venu et je vais venir à cela tout à l'heure. Les organisations de défense des droits de l'homme ont ceci de commun avec la presse qu'ils ne peuvent pas être les amis des États, surtout quand les États ont tendance à être autoritaires, à abuser de leur propre pouvoir. Ça, c'est donc normal qu'il y ait un conflit. Mais on reste dans un cadre organisé qui est la République avec ses lois, ses... Sur une affaire de ces organisations des droits de l'homme, ils ont leur place dans une démocratie, ils sont nécessaires, c'est des gens qui sonnent l'alerte sur des... sur des abus du pouvoir et nous sommes souvent, nous la presse d'ailleurs, le relais de leur récrimination. Mais on ne peut pas dire, moi si je ne veux pas être convoqué par le procureur sur la question de l'étudiant que Dieu l'accueille en son paradis, Bassirou Faye, je ne vais pas déclarer en public que je sais quoi que ce soit. En ce moment, si on me convoque, ce n'est pas le populaire qui est convoqué. De grâce, ce n'est même pas le journaliste.
déclarer qu'il sait quelque chose qui peut aider à la manifestation de la vérité. Et dans ce cas, tu y vas, tu réponds et tu ressors. Maintenant, si tu vas et qu'on te traite autrement qu'on ne traiterait n'importe quel citoyen, mais là, tu as le droit maintenant. Non, je pense que c'est exactement ça. En vérité, on a beau être société civile, etc. Bon, bah écoute, le citoyen reste le citoyen. Si effectivement votre éclairage permet au procureur, permet à la justice d'avancer dans un dossier extrêmement important où tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, on veut avoir la vérité. Donc je pense qu'effectivement, ceux qui peuvent y aider, ils doivent y aider. Mais vous faites une déclaration, parce que c'est ça le grand problème. C'est-à-dire que se donner le droit de parler des autres sans accepter en retour qu'on parle de soi, c'est ça le grand problème. C'est-à-dire que la société civile juge les pouvoirs, juge les actes que les gens posent, c'est excellent, c'est très bien, fonction de veille. Mais il ne faut pas non plus être porteur de mauvaises raisons. Les organisations de droits de l'homme ont un capital à jouer dans notre pays, mais cela doit se faire dans le respect. Vraiment. Voilà. Et il ne faut pas aussi rêver. Entre les organisations de la société civile et l'État, les rapports ne peuvent pas être... L'État est jaloux de son pouvoir et les autres... Le pouvoir a avec les médias. C'est un peu ça, quoi. Donc il ne faut pas dramatiser outre mesure. Moi, je pense que chacun n'a qu'à rester dans son rôle et dans le respect. Chers confrères, le temps a été quand même très court pour parler de tous ces sujets, surtout avec la presse Pape Samba. Moi, j'ai envie de dire sur la presse qu'on peut oublier la dépénalisation, l'article 80, puisque maintenant il y a le tribunal des pairs. Tu ne vas pas attendre les résultats de ton émission. Fais une autre émission pour ça. Absolument. Vraiment, tu sais. Tu m'as demandé combien de fois. Bien sûr. Je n'ai pas pu. Absolument. Mais on va revenir là-dessus. La presse, des diplômés, pas diplômés, de la qualité du travail. Devrait aussi un peu insister sur la compétence à côté de la formation. Non, ça fait partie des missions correctes. Les gens nous invitent à revenir. Même la mission de médiation. Même la mission de médiation. Mais on revient la semaine prochaine et on va discuter donc sur la même question. 4 mois qu'on décide d'avoir une année blanche ou de boycotter des examens, mettant le pays dans une grande angoisse, ça veut dire qu'il y a là un problème. Un problème, malheureusement, qu'on ne rencontre qu'au Sénégal. Les craintes sont sérieuses et sont exprimées les populations de voir plusieurs types de Sénégalais se former. Nous avons d'un côté des Sénégalais occidentalisés, d'un autre côté des Sénégalais orientalisés et d'autres encore. On est à la croisée des chemins. L'école est malade, la société aussi est malade. Elle souffre d'indiscipline, de désordre, d'effritement de valeurs, de non-respect de l'autorité, de non-respect de l'intérêt général, j'en passe. Et pourtant l'on dit que qui tient l'école tient la société. Pour ces assises, l'ambition est donc de transformer le système éducatif et de formation afin qu'il devienne un levier puissant pour la production du capital humain dont le Sénégal a besoin. Pour ce faire, il faut impérativement instaurer une véritable école de la République, portée par une vision inclusive et prospective, une école de la réussite. Il s'agira d'édifier une école de la communauté et de promouvoir une éducation à l'autonomie, c'est-à-dire une école où on apprend à apprendre, à entreprendre. Lorsque les forces présentes ne parviennent pas à créer une véritable dynamique, seul un leadership fort peut permettre à ces forces de se déployer véritablement. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est à vous que l'histoire assigne ce rôle. L'éducation a toujours été au cœur des projets politiques du président de la République. Dès son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a mis sur pied un mécanisme de concertation de tous les acteurs de l'éducation. Aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine qui prend forme.
et est en passe d'entrer dans l'histoire de l'école sénégalaise. Il est question de bâtir avec rigueur et constance une école de la République en phase avec nos préoccupations, une école ouverte à nos cultures, nos langues, notre histoire. Il est question de construire une école avec, vous l'avez dit, différentes entrées, mais avec une sortie unique pour tous les enfants du Sénégal, dans leur diversité linguistique et culturelle. Même contenu, même qualité, même chance. Au Sénégal d'ailleurs. Et d'ailleurs, le fait de fermer ces points de passage officiels a fait certainement que les gens ont utilisé d'autres points de passage pour passer, et donc ça a fait passer la maladie. C'est dire que les gens sont un peu dans le désarroi, aussi bien les autorités que nous, le public et tout le monde, et il faut effectivement essayer de garder la tête froide et de se dire que bon, c'est des choses auxquelles la société humaine est confrontée, et faire attention à suivre les recommandations des techniciens, des médecins, de ce que dit Madame le ministre par exemple, respecter les mesures d'hygiène et signaler les cas suspects sans vraiment tomber dans la panique ou la stigmatisation, surtout la stigmatisation. Et la presse, je pense, a un grand rôle à jouer là-dessus. Voilà, la presse a un rôle énorme à jouer là-dedans. Absolument. C'est une information extrêmement spécialisée. Pas simplement parce que c'est un cas sanitaire, mais aussi parce que c'est un cas épidémiologique. En plus, dans l'épidémiologie, tu trouves tout, la sécurité, la sociologie, la psychologie et tout. Donc nous devons rester modestes et donner les informations à minima de ce que nous avons. Et si nous avons des informations qui semblent complexes, parler aux spécialistes. Le ministre, je crois, ne refuserait jamais de donner des précisions à un journaliste qui l'interroge. Et juste une précision, c'est une maladie qu'on entendait donc en Afrique centrale. Et apparemment, il y a un peu de similitude, mais pour ce cas-là, je pense là, on entrerait dans des considérations techniques, scientifiques, vraiment qui sont très loin de ce que moi je peux dire en tout cas sur cette question-là. Et d'accord, donc pour dire que le premier cas du virus Ebola donc, a été officiellement enregistré, vous venez de le voir, et déclaré officiellement par le ministre de la Santé, le professeur Awa-Marie Coll Seck. On va passer à l'autre sujet d'actualité. Donc, il s'agit des assises de l'éducation nationale. Donc, le président de la République donc, a présidé. Donc, ces assises, c'était au Méridien Président avec tous les acteurs concernés donc, de l'éducation. Nous regardons ce sujet de Pape Bigadiaï avant de revenir sur ce plateau. Tous les premiers axes de la refondation du système éducatif sénégalais. Un tournant historique à la croisée des chemins d'une époque agonisante qui cède la place à une ère de renouveau, d'espoir et d'excellence. Ici se dessinent les bases d'une nouvelle conscience citoyenne, les prémices d'une élite de qualité dans un futur proche pour des générations ancrées dans les valeurs authentiques d'une nouvelle société sénégalaise basée sur l'éthique, la tradition d'une culture à restaurer. Bref, un nouveau type de citoyen va naître avec le nouveau système éducatif présenté au chef de l'État et qui découle de très larges concertations faites sur toute l'étendue du territoire national avec toutes les forces vives de la nation sans distinction. Un triptyque s'annonce clairement: instruire, éduquer et socialiser. L'instabilité est structurelle, inquiétante et traduit un mal-être profond que des enseignants, par exemple, ou des élèves décident d'une grève de 3 mois. Et tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la dissémination de la maladie à partir de ce à la réglementation sanitaire internationale, donc le règlement sanitaire international. L'Organisation mondiale de la santé a été informée et elle s'engage à nous soutien et financier pour continuer la riposte à cette maladie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle l'ensemble des populations à la sérénité et surtout au respect strict des mesures d'hygiène qui sont recommandées depuis le début de notre riposte à l'épidémie Ebola. Voilà, donc vous avez entendu, c'était la conférence de presse de la ministre de la Santé, le premier cas qui a été enregistré officiellement donc vendredi.
c'est arrivé, on ne le souhaitait pas. Malheureusement, ça pose aussi donc, le problème donc, des frontières. Les frontières ont été fermées et malheureusement, il y a un cas qui a été importé. Vraiment? C'est vrai que c'est difficile parce que quand même, dans un contexte comme ça, avoir un cas, on peut dire que par rapport à nos frontières, le voisinage et tout ça, bon, la circulation des personnes, bon, c'était pas très simple de fermer la frontière de manière hermétique. Les autorités ont fait des efforts, pouvaient faire des efforts, elles ont fait ces efforts-là, mais il se trouve que bon, pour la traversée des frontières, c'est pas difficile. La question maintenant qu'on se pose, c'est depuis quand il est au Sénégal et qui il a rencontré. Et Bakary, c'est un étudiant guinéen qui étudie en Guinée et donc qui était là donc, pour une période de 3 semaines. C'est sûr que donc il y a un foyer de contamination, peut-être on ne le souhaite pas, mais c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe. Oui, c'est grave. Et je pense que la presse, lorsque le ministère de l'Intérieur avait pris la décision de fermer les frontières, évidemment, la presse avait fait cas de certains passages en non contrôlés. Voilà, donc, voilà, et ces cas-là se retrouvaient au marché Diaobé, et ensuite ils étaient au Sénégal, voilà. Maintenant, le problème, je pense que le plus important, c'est de voir avec qui il était en contact, voilà, et voilà. Mais les journalistes, nos confrères, ont été curieux de savoir où est-ce qu'il habite. Je pense qu'on n'a pas besoin vraiment de donner cette information, parce que sinon, on va créer la panique, n'est-ce pas, et même, je pense que l'hôpital, même intérêt n'a pas été, le nom de l'hôpital n'a pas été. Si, c'est à Fan. Donc, je pense que là, nous devons vraiment savoir raison garder, en sachant que vraiment c'est un sujet très sensible et qu'on doit le traiter avec responsabilité. Pape Samba Kane, donc... Il y a vraiment peu à dire sur cette histoire, sauf qu'effectivement, il fallait bien faire des choses pour rassurer les gens et les autorités ont annoncé les points de passage officiels. Les autorités même parlent de façon claire, ils ne peuvent pas fermer la frontière avec la Guinée ni avec aucun de nos pays, des pays frontaliers. Telle est la lame de fond de notre système éducatif fondé sur les valeurs de justice, d'équité et de démocratie. Tout le monde s'est mis d'accord sur l'urgence de réformer le système éducatif sénégalais, y compris les syndicats d'enseignants qui ont décidé d'arrêter le processus de réforme à travers. Merci Pam Birambe Ndiaye. Pape Samba Kane, donc on l'a vu, c'est vrai qu'on a laissé le constat, c'est qu'on a laissé une situation donc pourrir donc pendant très longtemps. Et le professeur Mafara Touré l'a dit, il faut un leadership et notamment ça incombe au chef de l'État de reprendre le dossier en main. Mais est-ce que ce sera facile vu la pléthore de syndicats et les élèves aussi donc qui imposent les règles du jeu? Le système de direction politique de ce pays fait que nous faisons tout converger vers le chef de l'État. Il ne devrait avoir qu'un rôle de chef d'orchestre, d'animateur. C'est-à-dire vraiment d'animateur du tout. Le système tel qu'il est conçu devrait fonctionner de la façon, et ce n'est pas un hasard que je l'ai dit, je me référerai tout à l'heure pour vous expliquer, à un ex-président de la République, et pas des moindres, qui disait à un de ses collaborateurs, journalistes comme nous, Bara Diouf, directeur du Soleil, il était face à un orchestre de tam-tam, de savar. Il dit, est-ce que tu sais quel est le rapport? Cela m'a été rapporté par Salam Khan, qui certainement va nous écouter. Qu'est-ce que le rapport qu'il y a entre un orchestre de savar et le gouvernement? Il dit, Monsieur le Président, je ne vois pas. Il lui dit, tous ces gros, plus volumineux, savar, tambour, etc., travaillent sur un même rythme, jouent sur un même rythme. Et le plus petit d'entre tous joue sur un autre tempo, sur un autre rythme. Tout le monde bat la mesure pour qu'on l'entende. Nous devrions tous les gens qui collaborent avec le président de la République, tous, parce que lui, il est le président de la République. Il n'est pas un pédagogue. Il y a des pédagogues qui ont le responsabilité dans le système éducatif. Il n'est pas un inspecteur de l'enseignement. Il n'est pas un parent d'élève. Il n'est pas un élève. Je vous dis, il est le président de la République d'abord. Nous tous, nous devrions battre la mesure pour que justement lui, ce qu'il dise puisse être entendu par tout le monde. D'où justement ce que pointait tout à l'heure Cheikh Bamba,
tous ces gens qui émettent sur des fréquences tout à fait opposées, différentes, et chacun pour tirer la couverture à soi, tant que nous serons dans ça, je veux dire, on va parler de problèmes complexes, la presse, etc., on va parler de... Mais je crois que le problème le plus grave auquel nous faisons face, c'est le problème de l'éducation. Et que les assises se tiennent au lendemain de cette histoire complètement... Ibrahima, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons à côté de vous Bakary Domingo Mané, journaliste à Sud Quotidien et président du CORED. Merci, bonsoir. Bonsoir Bakary. Et enfin, Pape Samba Kane, journaliste chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Pape Samba Kane. On a l'habitude de vous appeler PSK. Voilà, merci Pape Samba Kane. Donc les sujets à discuter, on va parler donc de la fièvre Ebola et ensuite chef de l'État et ensuite la presse sénégalaise, le tribunal des pairs qui a été installé et enfin pouvoir et défenseur des droits de l'homme, les relations tendues qu'il y a donc entre ces deux entités. Tout de suite, donc je m'en vais vous proposer le premier sujet. Il s'agit donc de la réaction du ministre de la Santé juste après donc le premier cas de la fièvre Ebola donc qui a été donc annoncé officiellement ce vendredi. Et le mercredi 27 août, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont reçu des équipes de surveillance épidémiologique opérant en République de Guinée une information faisant état de la disparition depuis 3 semaines d'un cas contact des personnes infectées par le virus Ebola qui se serait rendu au Sénégal. Sur la base de cette information, des investigations ont été immédiatement menées conformément aux procédures déjà établies. C'est ainsi que le cas contact a été localisé au niveau de la clinique des maladies infectieuses du Centre hospitalier national de Fann. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité dans un tableau infectieux sans hémorragie, mais dissimulant l'information selon laquelle il a eu des contacts en Guinée avec des victimes de la maladie. La personne a été aussitôt mise en quarantaine et bénéficie d'une prise en charge appropriée. Il a été procédé à des prélèvements afin d'analyse pour la détection du virus Ebola. Les résultats des tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. À ce jour, l'état de santé du patient est satisfaisant. Il est à noter que le dispositif de surveillance et de riposte à la fièvre hémorragique à virus Ebola a été renforcé